L'empire du milliardaire s'effondrait, jusqu'au moment où la fille de 12 ans d'une femme de ménage se leva dans la salle d'audience et déclara « Je peux le défendre ». Dans le silence pesant du tribunal de grande instance, une voix retentit inattendue. « Je peux le défendre ». Toutes les têtes se tournèrent. Adossée aux lourdes portes en bois se tenait une fillette, Abigail Moreau, pas plus de 12 ans. L'accusé, l'industriel milliardaire, Armand Collet, la fixait avec incrédulité depuis le banc de la défense. Son avocat hors de prix l'avait abandonné, et son sort reposait désormais entre les mains de la fille de sa femme de ménage. La procureure Brigitte Reynaud ricana. C'est une véritable mascarade. Mais l'enfant ne broncha pas. D'un regard assuré, elle déclara « J'ai lu le dossier. Vous combattez sur le mauvais champ de bataille. » Un silence lourd s'abattit. Comment une enfant pouvait-elle savoir quoi que ce soit d'une affaire qui avait broyé les meilleurs avocats du pays? C'est l'histoire de la fille d'une domestique qui sauva un milliardaire après que son avocat l'eut abandonné au tribunal. « Je peux le défendre ». La voix claire, comme une petite cloche, traversa le silence pesant de la salle d'audience parisienne. Chaque tête se tourna, chaque regard cherchant l'origine de cette déclaration impossible. Tout au fond, près des lourdes portes en bois, se tenait une fillette qui paraissait s'être trompée de chemin en quittant une sortie scolaire. Ses cheveux blonds étaient attachés en queue de cheval, et elle serrait contre sa poitrine les bretelles usées d'un sac à dos rose délavé. Elle n'avait pas plus de 12 ans. Armand Collet la fixa depuis la table de la défense. Son visage déjà pâle à cause de la catastrophe de la journée se tordit en un masque d'incrédulité et de colère. L'avocat hors de prix, censé être son bouclier, n'était tout simplement pas venu. Les rumeurs disaient qu'il avait fui à l'étranger avec une grosse avance d'honoraires, laissant Colette affronter des accusations d'espionnage industriel et de fraude qui pouvaient lui coûter tout son empire et sa liberté. Un ricanement parcourut la tribune de presse. Il enfla cruel et moqueur, emplissant la salle voûtée. « Qui est-ce » chuchota quelqu'un. « C'est la fille de Suzanne », répondit une autre voix, la fille de la femme de ménage. Les rires redoublèrent. Le président du tribunal, un homme sévère aux cheveux gris nommé Arthur Valois, frappa de son maillet, mais son propre visage trahissait l'étonnement pur. Silence, silence dans la salle. Armand Collet enfouit son visage dans ses mains. C'en était fini pas avec fracas, mais dans le ridicule. Une enfant qui se levait pour le défendre dans une affaire qui avait déjà réduit en miettes certains des plus grands avocats de France. La fillette, pourtant, ne fléchit pas. Elle prit une petite inspiration, avança d'un pas, et fixa de ses yeux bleus graves et étrangement calmes le président du tribunal. « Pardonnez-moi, jeune demoiselle » dit Valois, sa voix teintée d'incrédulité. « Avez-vous dit quelque chose ?»« Oui, monsieur le président » répondit-elle d'une voix faible mais ferme. « J'ai dit que je pouvais défendre monsieur Collet. » La procureure Reynaud se leva si brusquement que sa chaise grinça contre le marbre. « Objection, monsieur le président, c'est une mascarade. La défense se moque clairement de ce tribunal. »« Non, je ne me moque pas, » dit la fillette en fixant son regard sur madame Reynaud. Cette contradiction simple et directe sembla la déstabiliser. Collet releva enfin la tête, les yeux brûlants d'humiliation. « Toi » gronda-t-il, sa voix basse, résonnant dans la salle. « Tu devrais être chez toi à jouer à la poupée, pas debout dans un tribunal. Sortez-la d'ici. » De nouveaux rires éclatèrent. Au fond, quelqu'un lança. « La prochaine fois, ce sera au concierge de faire la plaidoirie finale. » Mais le président Valois leva la main. Sa curiosité, visiblement plus forte que sa sévérité habituelle,
le poussa à se pencher par-dessus ses lunettes vers la petite silhouette près de la porte. « Quel est ton nom, enfant ?»« Abigail Moreau, monsieur le président. On m'appelle Abby. »« Et toi, Abby ?» poursuivit le juge, un sourire incrédule flottant sur ses lèvres. « Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux défendre un homme dans une affaire de fraude à plusieurs milliards d'euros ?»« J'ai lu le dossier, monsieur ?» répondit-elle simplement. Celui que l'ancien avocat de M. Collet a jeté dans la poubelle de recyclage à la villa. Ma mère Suzanne est la gouvernante. Je l'ai trouvée. La procureure Reynaud haussa les épaules. Elle a lu le dossier. Monsieur le Président, on fait perdre son temps à tout le monde. Et qu'as-tu compris de ces dossiers, Abby ? Demanda Valois, ignorant la procureure. L'expression de la fillette se fit grave. Je pense que vous regardez le mauvais champ de bataille, dit-elle. Un silence abasourdi s'installa. Cette tournure étrange, si déplacée dans la bouche d'une enfant, capta l'attention de tous. Le mauvais champ de bataille, répéta le président Valois se penchant vers son micro. Oui, monsieur le président, mon grand-père était le général Jacques Moreau. Dans l'armée, on l'appelait le fer. Ma mère écoute tout le temps ses enregistrements pendant qu'elle travaille. Il disait toujours « Il ne faut jamais livrer la bataille que ton ennemi attend. Il faut trouver celle qu'il ignore mener. Il faut trouver la bataille que l'ennemi ne sait même pas qu'il mène. » Quelques personnes, dans la tribune, murmurèrent. Le nom du général Jacques Moreau portait encore du poids dans certains cercles. Stratège légendaire, héros de guerre, Abby continua sa voix, gagnant en assurance. Madame Reynaud attaque M. Collet sur le contrat final avec Titan Corporation. Elle affirme qu'il a falsifié les signatures. C'est la bataille principale, mais la guerre était déjà perdue avant cela. Elle l'était dans les lignes d'approvisionnement. Armand Collet, qui s'apprêtait à exiger qu'on la fasse sortir, baissa lentement la main. Pour la première fois, il la regarda vraiment. « Que voulez-vous dire par ligne d'approvisionnement ?» demanda le président Valois désormais sans la moindre trace de moquerie dans sa voix. Il était sincèrement intrigué. « Les journaux du serveur de messagerie, monsieur le président », dit Abby en réajustant son sac à dos. Dans les notes de frais de l'assistant personnel de Monsieur Collet, un certain Pierre Finch. Pendant 6 mois avant la signature du contrat, Finch rencontrait quelqu'un de Titan. Il déclarait des repas dans des restaurants, mais toujours à côté du siège de Titan. Il leur offrait des cafés. Il faisait fuiter des informations. C'est lui qui a affaibli les défenses de l'intérieur. La signature falsifiée n'était pas le premier tir, c'était le dernier porté contre un homme déjà encerclé. Un silence stupéfait envahit la salle. La mâchoire de Brigitte Reynaud se crispa. Elle vérifia rapidement ses notes, une lueur d'incertitude traversant ses yeux. Ce n'était qu'un détail enfoui dans des milliers de pages de pièces de procédure. Du bruit de fond, pas un point central de son dossier. Le président Valois fixa Abby longuement. Les rires avaient disparu, les moqueries s'étaient éteintes. À leur place pesait un respect lourd, incertain. Il regarda Armand Collet, un homme abandonné et acculé. Il regarda la procureure momentanément déstabilisée. Et il regarda la petite fille au fond de la salle, qui parlait de fraude financière dans le langage de la stratégie militaire. « Madame Reynaud, dit enfin le président, puisque l'avocat de M. Collet a failli à comparaître et que l'accusé est actuellement sans représentation, le tribunal se trouve dans une situation difficile. Je suis enclin à accorder un report. » Il marqua une pause, tapotant son stylo sur le bureau. Cependant, sous ma stricte supervision, et uniquement pour cette audience préliminaire, j'autoriserai mademoiselle Moreau à s'exprimer au nom de M. Collet. « Monsieur le Président » s'exclama Reynaud, scandalisé. « Ma décision est définitive » répondit Valois d'une voix ferme.
Monsieur Collet, acceptez-vous de laisser cet enfant, mademoiselle Abigail Moreau, agir comme votre conseil temporaire? Armand regarda tour à tour le juge et la fillette. Il se sentait comme un noyé à qui l'on jetait une bouée en plastique d'enfant. C'était absurde, humiliant, mais c'était aussi la seule chose dans la pièce qui ne cherchait pas activement à l'enfoncer. Il fixa Abby ses yeux clairs et inébranlables. Puis il acquiesça lentement, vaincu. « D'accord, grogna-t-il d'une voix rauque. Laissez la petite parler. » Abby avança ses petites baskets, ne produisant aucun son sur le sol poli. Elle dépassa la chaise vide de la défense et se plaça à côté d'Armand Collet, posant son sac à dos rose usé sur la table brillante. Elle paraissait de façon incroyable à sa place. Ce soir-là, Abby était assise à la petite table branlante de leur appartement exigu. L'air sentait fortement le désinfectant des produits de nettoyage de sa mère. Suzanne Moreau faisait les 100 pas ses mains, tordant le tissu de son tablier. « Je ne comprends pas, Abby. Je ne comprends pas comment tu as fait ça. Parler de champs de bataille et de lignes d'approvisionnement. Ce sont juste des histoires que ton grand-père racontait. »« Ce ne sont pas que des histoires, maman, » répondit Abby, en levant les yeux d'une feuille sur laquelle elle dessinait. Grand-père disait « La stratégie est une manière de voir. C'est une question de motif. Le dossier est un grand motif. Tout le monde regarde la partie brouillonne au milieu. Moi, je regarde les bords. » Suzanne cessa de marcher et s'assit face à sa fille, le visage pâle d'inquiétude. Les factures médicales s'entassaient sur le comptoir, une montagne de papier qui semblait grandir chaque semaine. Son mari, le père d'Abby, était mort 2 ans plus tôt, après une longue maladie qui avait vidé leurs économies et laissé une dette écrasante, comme une peine de prison. Travailler au domaine Collet était la seule chose qui les maintenait à flot. « Armand Collet t'a regardé comme si tu étais un fantôme, » murmura Suzanne. D'abord en colère, puis, je ne sais pas, déconcertée. Il a l'habitude que les gens aient peur de lui. « Je n'ai pas peur, » dit Abby. « C'est juste un homme en très mauvaise posture. » « Mais chérie, ce sont des gens dangereux, ceux qui l'attaquent. Titan Corporation. Monsieur Collet disait toujours que leur PDG, Mark Thorne, était un serpent. Grand-père disait « On n'a jamais peur d'un serpent », répliqua Abby, sans lever les yeux de son dessin. « On apprend seulement où il va frapper, et on s'assure de ne pas se tenir là. » Le dessin d'Abby n'était pas un gribouillage, c'était une carte. Elle avait représenté les principaux acteurs sous forme de cercles de couleurs différentes. Collet en bleu, Thorne en rouge. Elle avait tracé des lignes entre eux annotées de mots, comme contrat, média et témoin. Puis elle avait dessiné un plus petit cercle gris sur le côté Pierre Finch, l'assistant. De ce cercle gris partait une ligne en pointillé, non pas vers Collet, mais directement vers Thorne. « C'est là qu'il faut regarder », dit Abby en tapotant le cercle gris. Pierre Finch n'a pas simplement disparu. Des hommes comme lui ne disparaissent épais. Ils vont quelque part. Le lendemain matin, Abby insista pour aller au domaine Collet, non pas pour nettoyer, mais pour enquêter. Armand Collet les reçut dans sa grande bibliothèque. Il n'avait pas dormi. Son costume hors de prix était froissé, et il paraissait diminuer moins imposant au milieu des hautes étagères, couvertes de volumes reliés en cuir. « Je ne sais toujours pas quoi penser de ce qui s'est passé hier, » dit-il d'une voix rauque sans leur proposer de s'asseoir. « Nous devons entrer dans l'ancien bureau de Pierre Finch » lança Abby, ignorant son commentaire. Collet arqua un sourcil. Il a été vidé. Il a démissionné il y a 1 mois. Tout a été emporté. On laisse toujours quelque chose derrière soi, affirma Abby avec la certitude d'un enquêteur aguerri. À contre-cœur, Collet les mena à un petit bureau stérile, au fond de la maison.
C'était bien, comme il l'avait dit, vide. Le bureau était dégagé, les tiroirs vides. Suzanne commença à s'excuser, mais Abby parcourut lentement la pièce du regard. Elle passa sa main le long de l'étagère nue. Elle se pencha sous le bureau. Puis elle aperçut une petite corbeille métallique dans un coin. Elle était vide, sauf une boule de papier froissée au fond. Abby la déplia. C'était une feuille de bloc-notes couverte de gribouillis. Au milieu des spirales et des cases sans intérêt se trouvait un croquis, un pont grossièrement esquissé, et en dessous, une série de 4 chiffres, 48, 15. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Collet en se penchant par-dessus son épaule. « Je ne sais pas encore, » dit Abby, les yeux plissés de concentration. Mais il l'a dessiné pour une raison. Grand-père disait toujours de faire attention à ce que les gens jettent. C'est là qu'ils cachent la vérité. Ce soir-là, le téléphone sonna. Le numéro était masqué. Suzanne décrocha et mit le haut-parleur, comme Abby le lui avait demandé. Une voix d'homme basse et déformée s'éleva. « Tu es la femme de ménage. Ta fille Ledetzo a été bien bruyante, au tribunal. Certaines personnes n'aiment pas les enfants trop bruyants. Dis-lui de retourner à ses jouets. Ce serait dommage qu'elle se blesse en jouant au jeu des adultes. » La ligne coupa net. Suzanne porta la main à sa bouche, ses yeux agrandis par la terreur. Les factures médicales sur le comptoir parurent soudain insignifiantes. C'était un autre genre de danger. Abby, pourtant, se contenta d'épingler le dessin froissé sur le tableau de liège de leur cuisine. Son visage s'endurcit d'une détermination grave, indigne d'une enfant de 12 ans. « Ils ont peur », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour sa mère terrorisée. « Parfait. Maintenant nous savons où appuyer. » Elle fixa le dessin du pont. Il lui semblait familier. Elle l'avait vu quelque part lors d'une sortie scolaire ou dans un livre. C'était un monument local, et les chiffres n'étaient pas aléatoires. Son grand-père lui avait appris les codes militaires, la façon dont les soldats utilisaient des repères simples pour retenir des informations complexes. Elle sortit son ordinateur portable et commença à chercher. Elle regarda les images des ponts de la région. Après 10 minutes, elle le trouva, le pont de l'Arche, une vieille structure de pierre enjambant un ruisseau tranquille à une 50aine de kilomètres au nord. Puis elle chercha les garde-meubles situés près du pont. Un nom apparut, dépôt privé de l'Arche. « Maman, » dit Abby d'une voix calme et posée, « je crois que je sais où Pierre Finch a laissé ses munitions. » Le lendemain, au tribunal, Brigitte Reynaud attaqua d'emblée. Elle présenta des relevés téléphoniques des courriels et des témoignages d'experts, tous semblant accabler directement Armand Collet. Elle dressa le portrait d'un homme désespéré, un titan de l'industrie dont l'empire s'effondrait et qui avait falsifié la signature d'un rival pour se sauver. L'ambiance dans la salle était sombre. Armand restait impassible, mais Abby voyait la tension crispant ses mains jointes sur la table. Quand vint son tour, Abby ne tenta pas de réfuter les preuves directement. Elle se leva simplement et s'adressa au président Valois. « Monsieur le Président, Madame Reynaud a construit une forteresse très solide. De l'extérieur, elle paraît imprenable. Mes grands-pères disaient que chaque forteresse possède une porte secrète. C'est généralement celle que tout le monde ignore. » Puis elle commença à interroger le témoin, un expert en graphologie. Abby posa une série de questions étranges, non pas sur la signature elle-même, mais sur l'encre. Est-il possible que la signature ait été apposée avec un stylo numérique moderne, capable de reproduire la pression et le style? L'expert dut admettre que c'était possible. Et est-il possible de falsifier l'horodatage d'un document numérique? Encore une fois,
Il dut acquiescer. Elle ne gagnait pas vraiment. Elle ne faisait qu'ouvrir de petites brèches dans les murs. Brigitte Raynaud souriait d'un air narquois. « Monsieur le Président », dit Abby en se tournant vers le juge, « l'accusation repose sur un seul document. Un document que nous pensons avoir été créé comme diversion. Un bruit assourdissant, destiné à détourner tout le monde de la véritable piste. » « Et quelle est cette véritable piste, mademoiselle Moreau ?» demanda Valois, le visage impassible. Abby prit une profonde inspiration. Elle se trouve dans un box de garde-meubles, le numéro 415, situé à une 50aine de kilomètres d'ici. Je crois que c'est là que la véritable guerre a été préparée. Brigitte Raynaud éclata de rire. « Un garde-meuble, voilà sa défense. Monsieur le Président, je demande que cette ligne entière de plaidoirie soit écartée. C'est de la pure fantaisie. » Le président Valois regarda Abby les yeux pensifs. « Avez-vous une preuve pour étayer cette théorie ?»« Pas encore, monsieur, » admit Abby. « Mais nous en aurons. » Le juge contempla tour à tour Abby la procureure et le milliardaire silencieux, au visage fermé. « Le tribunal suspendra l'audience pendant 24 heures, » déclara-t-il en frappant son maillet. « Et j'ordonne la perquisition du box 48-15 au dépôt privé de l'Arche. Nous verrons si la fantaisie de mademoiselle Moreau repose sur quelque réalité. » En quittant la salle, Armand Collet marcha aux côtés d'Abby. Il ne parla pas pendant un long moment. Enfin arrivé en haut des marches de marbre, il s'arrêta et baissa les yeux vers elle. « Ton grand-père, » dit-il d'une voix basse, « devait être un homme remarquable. »« Il l'était, » répondit Abby. « Il croyait que la vérité était l'arme la plus puissante au monde, et que peu importe ta taille, si tu détiens la vérité, tu es la personne la plus forte de la pièce. » Le trajet vers le garde-meuble fut silencieux et tendu. Un huissier nommé par le tribunal conduisait la berline noire avec Abby à l'avant et Armand Colette à l'arrière. Colette n'avait pas prononcé un mot depuis leur sortie du tribunal. Il fixait la fenêtre son reflet fantomatique, se superposant au défilement des arbres et des immeubles. C'était un homme à la dérive dont le destin dépendait désormais de l'intuition improbable d'une fillette de 12 ans. Abby, quant à elle, était calme. Elle tenait sur ses genoux le dessin froissé, étudiant l'esquisse grossière du pont, comme s'il s'agissait d'une carte au trésor. Pour elle, c'en était une. Son grand-père lui avait appris que les guerres ne se gagnaient pas par la force brute, mais par l'information. Et elle était certaine que Pierre Finch, un homme manifestement habile en tromperie, avait conservé ses données les plus précieuses dans un endroit sûr, à l'écart des traces numériques qu'explorent toujours les enquêteurs. Le dépôt privé de l'Arche était un bâtiment gris et terne en retrait d'une route de campagne. Le gérant, un homme corpulent à la chemise tachée de sueur, les accueillit à la grille, les yeux écarquillés entre crainte et excitation, à la vue du véhicule officiel. Il les guida à travers un labyrinthe de couloirs identiques, l'air frais sentant légèrement la poussière et le béton. Ils s'arrêtèrent devant l'unité 48-15. L'huissier sortit une lourde pince coupante et d'un claquement sec trancha l'épais cadenas. La porte métallique se releva en grinçant, révélant un petit espace sombre. Il était presque vide. Pendant un instant, le cœur d'Abby se serra. Avait-elle eu tort? Tout cela n'était-il qu'une chimère, une fantaisie d'enfant, comme l'avait dit Brigitte Raynaud? Au centre de l'espace de 3 mètres sur 3 se trouvait un petit coffre ignifugé. Collet poussa un long soupir. « Bien sûr, » murmura-t-il. « Finch a toujours été un homme paranoïaque. » L'huissier jeta un œil au coffre. « Il nous faudra un mandat pour l'ouvrir et un serrurier. »« Non pas besoin, » dit Abby doucement. Elle entra dans le box et s'agenouilla devant le coffre.
C'était un modèle à combinaison à 4 chiffres. Elle jeta un regard au papier froissé dans sa main. 4815, le numéro du box. Trop évident. Finch était plus malin que ça. Elle repensa aux leçons de son grand-père. Les codes ne reposent pas sur la complexité, disait-il. Ils reposent sur la mémoire. Les gens utilisent ce qu'ils connaissent, ce qu'ils voient chaque jour. Monsieur Collet, dit Abby sans quitter le cadran des yeux, quelle était la date d'anniversaire de Pierre Finch? Collet cligna des yeux surpris. Aucune idée, au printemps, je crois. Avril, peut-être. Et sa date d'embauche dans l'entreprise? Juin, peut-être. Je ne me rappelle pas exactement. L'esprit d'Abby tourbillonnait. Il fallait que ce soit quelque chose de simple, de familier à Finch, mais qu'aucun autre n'aurait trouvé significatif. Elle reporta les yeux sur le dessin. Le pont de l'Arche de l'Ouest. Elle se souvenait de la plaque qu'elle avait vue lors d'une sortie scolaire. Il y figurait une date, l'année de construction du pont. Elle sortit son téléphone et fit une recherche rapide. Pont de l'Arche de l'Ouest construit en 1927. Lentement, délibérément, elle tourna la molette vers la droite, jusqu'à 19 passa au-delà, et s'arrêta à 27. Elle tira sur la poignée. Dans un déclic lourd et satisfaisant, le coffre s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un simple ordinateur portable et une épaisse enveloppe Kraft. L'huissier stupéfait s'en saisit pour les enregistrer comme pièces à conviction. Alors qu'il regagnait la voiture, Armand Collet rompit enfin le silence. « Comment as-tu su ?» demanda-t-il, la voix partagée entre admiration et incrédulité. « La date, comment pouvais-tu deviner ça? Ce n'était pas une question de savoir, » répondit Abby en bouclant sa ceinture. Il s'agissait de penser comme M. Finch. Il a caché la clé de ses secrets à la vue de tous. Il comptait seulement sur le fait que personne n'oserait regarder son dessin autrement que comme un gribouillage. De retour au tribunal le lendemain, l'atmosphère était électrique. L'ordinateur et le contenu de l'enveloppe avaient été analysés par l'équipe médico-légale. Le président Valois siégeait le visage sévère, tandis que Brigitte Reynaud était contrainte de présenter les nouvelles preuves. L'ordinateur contenait un registre chiffré, caché. Une fois déverrouillé, il révélait un journal parallèle, complet, des activités de Pierre Finch. Depuis plus d'1 an, il vendait systématiquement les secrets industriels d'Armand Collet à la société Titan. Il y avait des courriels, des enregistrements de réunions, avec les subordonnés de Marc Delaunay et des copies de virements vers un compte offshore. C'était lui, la taupe, le saboteur, qui avait affaibli Collet Industries de l'intérieur. L'enveloppe contenait le coup de grâce. Elle renfermait le contrat original, signé avec Titan, mais aussi autre chose, un ensemble de scans numériques, haute résolution, de la signature de Marc Delaunay, pris sur des dizaines d'autres documents. Dans un ultime acte de trahison, Pierre Finch n'avait pas seulement piégé son patron, il avait gardé l'outil même qui avait servi à le faire. Il avait utilisé un logiciel sophistiqué pour assembler une contrefaçon parfaite, un montage numérique si impeccable qu'il avait trompé tous les experts. L'accusation contre Armand Collet s'évapora comme de la fumée. Brigitte Reynaud, le visage blême, n'eut d'autre choix que d'abandonner toutes les charges. La salle explosa. Les journalistes se ruèrent vers les portes. Armand Collet resta assis, à la table de la défense, non pas avec un sentiment de triomphe, mais avec une lassitude profonde jusqu'aux os. Il avait gagné, mais il avait frôlé la perte de tout ce qui comptait. Il posa les yeux sur Abby, qui rangeait calmement son sac à dos usé, et ressentit un élan d'une émotion qu'il n'avait pas connue depuis longtemps, de la gratitude sincère. Alors qu'ils quittèrent le palais de justice,
Un homme en costume sombre les intercepta dans le couloir. Monsieur Collet, un mot. Collet le reconnut immédiatement. C'était l'avocat de Marc Delaunay. « Que voulez-vous » demanda Collet d'une voix glaciale. « Monsieur Delaunay présente ses excuses pour ce malheureux malentendu, » dit l'avocat d'un ton lisse. « Il a été autant victime de la tromperie de Monsieur Finch que vous. Il a déjà engagé des poursuites contre lui pour dommages et intérêts. Un mensonge flagrant, une manœuvre transparente. Delaunay se débarrassait de son pion pour sauver sa propre peau. Colette était sur le point de laisser éclater sa colère, mais Abby fit un pas en avant. « Dites à Monsieur Delaunay, » dit-elle d'une voix claire et ferme que mon grand-père répétait toujours quand on trouve un rat dans la grange, on ne s'arrête pas avant d'avoir découvert tout le nid. Le masque suffisant de l'avocat se fissura. Il fixa la fillette un éclat d'inquiétude véritable dans les yeux, puis tourna les talons, sans ajouter un mot. Armand Collet regarda Abby, un lent sourire s'étirant sur son visage. Pour la première fois, elle le vit vraiment sourire. « Je crois que ton grand-père et moi nous serions très bien entendus, » dit-il. Ce soir-là, Armand Collet insista pour ramener Abby et sa mère chez elle. Il gara sa rutilante berline noire devant leur modeste immeuble. La voiture ressemblait à un vaisseau spatial posé sur une planète étrangère. « Suzanne, dit-il, en se tournant vers la mère d'Abby, assise à l'avant, je vous dois à vous et à votre fille plus que je ne pourrai jamais rendre. Je sais pour vos dettes médicales. Considérez-les comme réglées. » Suzanne éclata en sanglots, submergée de soulagement et d'incrédulité. « Monsieur Collet, je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire, » répondit-il doucement. « Et toi, Abby ?» continua-t-il en se tournant vers la banquette. « Arrière, j'ai une proposition à te faire. J'ai une fondation, une œuvre caritative que j'ai négligée depuis des années. Elle est destinée à financer des programmes éducatifs, des bourses pour enfants surdoués. Je veux que tu la diriges. » Les yeux d'Abby s'écarquillèrent. « La diriger. Mais je n'ai que 12 ans. Tu as un esprit qui voit ce que les autres ne voient pas, » répondit Collet d'un ton parfaitement sérieux. « Une perspective plus précieuse qu'une douzaine de diplômes de grandes écoles. Je m'occuperai bien sûr des aspects juridiques et financiers. Mais je veux que ce soit toi qui décides où ira l'argent. Je veux que tu repères d'autres enfants comme toi, ceux qui voient le monde différemment, et que tu leur donnes les ressources dont ils ont besoin. Considère cela comme ton nouveau champ de bataille. » Abby regarda sa mère qui la fixait, avec des larmes de fierté dans les yeux. Elle pensa à son grand-père, à sa foi dans la stratégie et la vérité. C'était une autre sorte de guerre, une guerre menée non pas avec des soldats et des armes, mais avec des opportunités et du savoir. « D'accord, » dit Abby avec un mince sourire, « je le ferai. » Un mois plus tard, Abby se tenait dans un bureau étincelant au dernier étage du siège de Collet Industries. La vue sur la ville était à couper le souffle. Sur son bureau, une plaque indiquait « Abigail Moreau, directrice exécutive, Fondation Collet ». Sa mère y travaillait, aussi comme responsable de l'action communautaire. Ses jours de ménagère appartenaient désormais au passé. Le premier projet de la Fondation fut un investissement massif dans les bibliothèques scolaires publiques, les dotant de technologies de pointe et de nouvelles ressources. Abby passait personnellement en revue chaque proposition, son esprit stratégique détectant les motifs, identifiant les établissements où l'impact serait le plus fort. Un après-midi, Armand Collet entra dans son bureau en tenant un journal. « Tu as vu ça ?» demanda-t-il en montrant un petit article en page économique. Les actions de Titan s'effondrent au milieu d'une enquête interne. L'empire si soigneusement bâti par Marc Delaunay commençait à s'écrouler de l'intérieur
comme celui de Colette avait failli le faire. Les graines de méfiance plantées par Abby avaient germé, bien dit-elle, sans lever les yeux du dossier de financement scolaire qu'elle lisait. Une structure bâtie sur le mensonge finit toujours par s'effondrer. Colette observa un instant cet enfant extraordinaire qu'il avait sauvé. Il avait été un roi enfermé dans un château de verre, et elle n'avait pas seulement arrêté les pierres jetées contre lui, elle lui avait montré comment reconstruire sur des bases solides. « Tu sais, » dit-il pensif, Pierre Finch a fini par être retrouvé. Il se cachait dans un petit pays sans traité d'extradition. Mais l'argent qu'il avait volé disparut. Le compte offshore était complètement vidé. Abby leva enfin les yeux, un sourire discret, j'ai entendu aux lèvres. Grand-père disait toujours que la partie la plus importante d'une victoire est de s'emparer des ressources de l'ennemi. Les yeux de Colette s'écarquillèrent de stupéfaction. Il se souvenait de l'ordinateur portable des quelques instants où il avait été entre les mains d'Abby avant que l'huissier ne l'emporte. Il avait pensé qu'elle cherchait seulement des preuves, mais elle avait fait plus. Elle avait vu les coordonnées bancaires, et en quelques frappes de clavier, elle n'avait pas seulement vaincu son adversaire, elle l'avait dépouillé, réorientant les millions volés vers un fonds de secours international, anonyme. Elle n'avait pas seulement gagné la bataille, elle avait remporté la guerre, et l'avait fait si discrètement, si complètement, que personne n'avait même su qu'elle combattait. Il regarda la petite fille blonde, déjà absorbée de nouveau par son travail, façonnant l'avenir, et comprit qu'il n'avait pas seulement été sauvé par la fille d'une femme de ménage. Il avait été sauvé par un général, digne héritière du ferme Jacques Moreau, et que sa campagne ne faisait que commencer. 6 mois passèrent. La Fondation Colette, sous la direction peu orthodoxe d'Abby, devint une force tranquille dans la ville. Elle ne se contentait pas de signer des chèques. Elle menait de véritables campagnes. Abby traitait chaque demande de subvention, chaque requête de bourse, comme un champ de bataille miniature. Elle déployait ses ressources avec la précision d'un stratège concentrant les moyens sur les zones à fort potentiel d'impact, ce qu'elle appelait des points de levier stratégiques. Son bureau devint la salle de commandement de la Fondation. Un mur entier était couvert d'une carte géante de la ville, marquée d'épingles de couleur rouge, pour les écoles sous-financées bleues, pour les centres communautaires et quartiers à forte criminalité, jaune pour les familles écrasées par les dettes médicales. Elle ne les voyait pas comme des problèmes à subir, mais comme des territoires à reconquérir. Armand Colette, lui, se sentait revivre. Après des années passées dans le monde impitoyable des hauts pays hostiles, il trouvait l'approche philanthropique d'Abby exaltante. Il était son intendant, celui qui sécurisait les ressources, naviguait dans la bureaucratie et faisait écran avec le conseil d'administration, lequel était au départ sceptique à l'idée de recevoir des directives d'une fillette de 12 ans. Ils sont inquiets de l'image que donne la nouvelle subvention de premier recours, dit Armand, un matin, en entrant dans son bureau. Il tenait une tablette, affichant un courriel sec et sévère d'un administrateur. Ils pensent qu'accorder des fonds sans condition, directement aux familles, est une irresponsabilité budgétaire. Abby étudiait des plans de terrain de jeu. Dis-leur que grand-père disait qu'on ne gagne pas une guerre par un comité, répondit-elle sans lever les yeux. Et dis-leur aussi que les gens ne sont pas des charges fiscales. Ce sont les soldats de première ligne. Si tu ne donnes pas à tes soldats les vivres dont ils ont besoin, toute l'armée s'écroule. La subvention de premier recours était sa dernière initiative. Elle identifiait les familles au bord de l'effondrement financier à cause d'un événement unique et catastrophique, une urgence médicale, une perte d'emploi soudaine. Au lieu d'offrir des prêts ou des aides compliquées, la Fondation leur versait
une allocation unique sans conditions suffisantes pour effacer leurs dettes immédiates. Le Conseil y voyait un simple cadeau. Abby y voyait le renforcement d'une ligne défensive critique. « Ils veulent un rapport », insista doucement Armand. « Des données, une preuve de concept. » Très bien dit Abby en se détournant enfin des plans. Elle désigna une pile de lettres dans un coin de son bureau. « Voilà vos données. » Armand prit la première. Elle venait d'une femme appelée Maria Sanchez. Son mari, ouvrier du bâtiment, avait été blessé au travail et les factures médicales avaient été dévastatrices. Ils étaient à quelques jours de l'expulsion. La subvention de la fondation avait non seulement sauvé leur logement, mais avait donné au mari le temps nécessaire pour se rétablir sans l'écrasement constant de la dette. Il avait repris le travail. Leur fils, qui était sur le point d'abandonner l'école pour aider, figurait désormais sur la liste d'honneur. « Ce n'est pas un rapport financier, Abby, » dit Armand, la voix douce. « C'est mieux, » répondit-elle. « C'est un rapport de terrain sur une mission réussie. Nous n'avons pas seulement sauvé une famille, nous avons défendu une position. Ce garçon, celui qui est sur la liste d'honneur, il veut devenir ingénieur. Dans 10 ans, il construira peut-être un pont ou un hôpital. Voilà notre retour sur investissement, simplement sur un horizon plus long que celui que le Conseil a l'habitude de regarder. » Armand sourit. « Je m'occuperai du Conseil, dit-il. » Et il le fit. Pendant qu'Abby menait sa nouvelle guerre, l'ancienne laissait encore des échos. Marc Delaunay avait quasiment disparu de la vie publique. Titan n'était plus que l'ombre d'elle-même découpée et vendue en morceaux. Mais Abby savait que des hommes comme Delaunay n'acceptaient jamais vraiment la défaite. Ils se repliaient, se réorganisaient et cherchaient un nouvel angle d'attaque. Le premier signe de trouble fut subtil. Une série d'articles négatifs commença à apparaître dans les chroniques à scandale et les blogs en ligne. Ils dépeignaient Armand Collet comme un excentrique reclus, une marionnette contrôlée par une enfant prodige à l'ego messianique. Ils détournèrent le travail de la Fondation, présentant la subvention de premier recours comme une manœuvre téméraire pour dilapider de l'argent. Suzanne, dont le rôle de responsable de l'action communautaire faisait d'elle les yeux et les oreilles de la Fondation sur le terrain, en ressentit les premiers effets. La famille Sanchez, leur propriétaire, cherche encore à les expulser, dit-elle un soir, à Abby et Armand, le visage marqué d'inquiétude. Il a lu l'un de ces articles. Il pense qu'ils sont assis sur un tas d'argent. D'autres familles se font harceler, solliciter par des voisins. Nos aides sont en train de devenir des cibles sur leur dos. Abby se posta devant sa carte, le visage sombre. « C'est une campagne d'information, » dit-elle. « Elle vise à retourner l'opinion contre nous, à isoler nos alliés. C'est le coup de Delaunay. Il ne peut pas nous attaquer directement, alors il empoisonne le champ de bataille. » « Comment riposte-t-on » demanda Armand, la mâchoire crispée de colère. « Nous pourrions poursuivre en diffamation, mais ce serait un processus long et sale, » non, dit Abby en secouant la tête. Grand-père disait « On ne combat pas un marécage en se roulant dans la boue, on l'assèche. » Elle alla jusqu'à son bureau et sortit un dossier. Il était épais et rempli de notes qu'elle compilait depuis des mois. « Nous ne répondons pas à leurs histoires. Nous en racontons une plus grande. Le plan était audacieux. Au lieu de publier des communiqués de presse ou de se battre avec des blogueurs, Abby proposa un documentaire, une série de courts-métrages produits de manière professionnelle et diffusés en ligne, racontant les vraies histoires des familles aidées par la Fondation. Pas seulement la famille Sanchez, mais des dizaines d'autres, l'enseignante, qui avait pu financer le traitement contre le cancer de sa mère, le vétéran, qui avait reçu une nouvelle prothèse de jambe,
la mère célibataire qui avait pu quitter une relation violente. Armand adorait l'idée. Il engagea immédiatement la meilleure équipe de documentaristes du pays. Le projet devint la priorité d'Abby. Elle ne faisait pas que superviser, elle interviewait, repérait les lieux et façonnait le récit. Elle avait une compréhension innée du cœur émotionnel de chaque, histoire de la manière de capter la dignité discrète de ceux qui avaient été poussés au bord du gouffre et avaient trouvé le chemin du retour. Le premier film, L'histoire des Sanchez, sorti 3 semaines plus tard. Il était simple, sobre et d'une efficacité foudroyante. On y voyait la famille dans leur petit appartement modeste et propre. On voyait les bottes usées de M. Sanchez posées près de la porte. On voyait son fils à la table de cuisine, peinant sur un problème d'algèbre, son père l'aidant patiemment. Dans une interview à voix douce, Maria Sanchez ne parlait pas d'argent, mais du soulagement de pouvoir enfin dormir la nuit sans peur. Le film devint viral. Il fut partagé des millions de fois. Il ne se contenta pas de contrer le récit des blogs à scandale, il les fit paraître mesquins et cruels. Les articles négatifs cessèrent presque du jour au lendemain. Les dons affluèrent à la fondation, depuis le monde entier. Abby n'avait pas seulement asséché le marécage, elle avait irrigué un désert et montré à tous les choses magnifiques qui pouvaient y pousser. Au milieu de ce succès, un fragment du passé refit surface. Une lettre arriva à la fondation adressée à Abby. Elle venait d'un archiviste militaire. Il avait catalogué les effets personnels du général Jacques Ferme-Moreau, récemment donné à l'armée, et avait trouvé quelque chose qu'il jugeait important pour Abby. Une semaine plus tard, un colis arriva. À l'intérieur, un lourd journal, relié de cuir. C'était celui de son grand-père. Les pages étaient remplies de son écriture nette et précise. Ce n'était pas un journal intime de sentiments, mais un recueil de réflexions sur la stratégie, l'histoire et le leadership. Abby passa des heures plongée dedans. C'était comme avoir une conversation avec lui. Elle lut son analyse de batailles célèbres, ses critiques d'autres généraux, ses pensées sur la nature du conflit et de la résolution. Sur l'une des dernières pages, elle trouva une entrée qui la figea. 12 octobre. J'ai rencontré aujourd'hui un jeune homme, Armand Collet, fils d'un vieil ami. Il est vif, ambitieux, mais il voit le monde comme une série de cibles à conquérir. Il gagne mais laisse derrière lui une traînée de ressentiment. Une victoire qui crée une douzaine de nouveaux ennemis n'est pas une victoire. C'est seulement le prélude à la prochaine guerre. J'ai essayé de lui dire que la plus grande force ne réside pas dans l'attaque, mais dans l'alliance, dans la construction de quelque chose que les gens voudront défendre. Je ne suis pas sûr qu'il ait compris. Abby referma le journal, le cœur battant. Son grand-père avait connu Armand Collet. Il avait vu son défaut, ce même défaut, qu'il avait laissé isolé et vulnérable lorsque Marc Delaunay avait frappé. Et d'une certaine manière, son grand-père avait jeté les bases de sa propre stratégie. Elle n'était pas seulement en train de réparer les dégâts d'Armand. Elle achevait l'œuvre de son grand-père. Elle apprenait à cet ancien prédateur d'entreprise à bâtir des alliances, à créer quelque chose derrière lequel les gens se rassembleraient. La fondation n'était pas qu'une œuvre de charité. C'était la forteresse que son grand-père savait qu'Armand avait besoin de construire. Elle prit le journal et entra dans le bureau d'Armand. Il était au téléphone, la voix sèche et autoritaire, en train de négocier l'achat d'un terrain destiné à un nouveau centre communautaire. En levant les yeux et voyant son visage, son ton s'adoucit immédiatement. « Je te rappelle, dit-il en raccrochant. Qu'y a-t-il, Abby? On dirait que tu as vu un fantôme. D'une certaine façon, oui, répondit-elle. Elle ouvrit le journal
et le posa sur son bureau, tourné vers la dernière entrée. « Je crois que tu dois lire ça. » Armand lut le passage, une fois puis deux. La couleur quitta son visage. Il s'affaissa dans son fauteuil, le souvenir de cette conversation lointaine, surgissant soudain avec clarté. Il avait jadis écarté les conseils du vieux général, comme des divagations d'un homme incapable de comprendre le monde moderne. Et voilà que la petite fille de ce général venait de lui sauver la vie, en prouvant qu'il avait raison. « Il a essayé de m'avertir, » murmura Armand, la voix chargée d'émotion. « Et je n'ai pas écouté. Mais tu écoutes maintenant, » dit doucement Abby. Il leva les yeux vers elle, cet enfant improbable, qui était son sauveur, sa partenaire, et qu'il commençait à reconnaître comme sa professeure. Le passé et le présent venaient de se heurter dans son bureau, et l'avenir paraissait soudain très différent. La guerre contre Marc Delaunay était terminée. L'œuvre de la Fondation ne faisait que commencer, et les leçons du général Ferme-Moreau étaient plus vivantes que jamais. La révélation du journal scella un nouveau lien plus profond entre Armand et Abby. Il n'était plus seulement son bienfaiteur, il était devenu son élève. Il commença à passer moins de temps dans les salles de conseil d'administration et davantage dans la salle de commandement de la Fondation. Il apprit à voir la ville non comme un marché d'actifs et de passifs, mais comme un écosystème humain complexe. Il s'initia à la lecture des cartes d'Abby, comprit ses stratégies et apprécia la puissance profonde et discrète d'un acte de bonté ciblé. Leur succès, cependant, n'était pas passé inaperçu. Et dans le monde qu'Armand Collet avait fréquenté pendant des décennies, la réussite attire toujours des défis. La nouvelle menace ne vint pas des ombres comme Marc Delaunay, elle vint sous les projecteurs. Le conseiller municipal, Robert Morrison, était une étoile montante de la politique locale, séduisant, charismatique. Il avait bâti sa carrière sur la responsabilité budgétaire et le bon sens gestionnaire. Il se voyait comme le gardien de chaque euro du contribuable et posa bientôt son regard scrutateur sur la Fondation Collet. Tout commença par une conférence de presse sur les marches de l'hôtel de ville. « La philanthropie privée a sa place dans notre ville », déclara Morrison, la voix matinée d'une sincérité étudiée, mais elle doit être un rôle de partenariat, de transparence. Ce que fait la Fondation Collet ressemble à autre chose. C'est un État voyou, un gouvernement fantôme, déversant des millions dans nos quartiers sans surveillance, sans concertation et sans indicateur mesurable de réussite. Il ne cita jamais Delaunay. Il n'en avait pas besoin, le vocabulaire sans compte, perturbateur, dangereux, reprenait mot pour mot la rhétorique de la campagne de dénigrement, mais maintenant poli et légitimé par un élu. « Il est fort », grommela Armand, regardant la conférence sur le grand écran du bureau d'Abby. « Il fait passer notre atout le plus précieux, notre capacité à agir vite et directement pour une faiblesse. » Abby resta silencieuse, les doigts jointés, sous le menton observant Morrison. Au-delà de ses mots, sa posture, ses gestes, ce sourire pour les caméras. Grand-père disait toujours de comprendre les lignes d'approvisionnement de son adversaire, murmura-t-elle presque pour elle-même. De quoi a besoin le conseiller Morrison pour survivre? Des voix, répondit Armand sans hésiter. Des donateurs de l'attention médiatique. C'est l'attention médiatique qu'il obtient, nota Abby. Donc examinons ses votes et ses donateurs. Elle se mit à creuser, pas dans les registres publics de dons trop évidents, mais dans les motifs secondaires et tertiaires que son grand-père lui avait appris à dénicher. Elle croisa les propositions législatives de Morrison avec les intérêts commerciaux de ses principaux soutiens, superposa ses apparitions publiques aux modifications de zonage et aux marchés publics. Pendant 2 jours,
Elle parla à peine survivante au sandwich que sa mère laissait sur son bureau. Armand la laissa travailler conscient de l'intense concentration d'un général préparant une campagne. Enfin, elle l'appela dans son bureau et lui montra une nouvelle carte blanche tracée sur le tableau. Au centre, Robert Morrison. De lui partaient des lignes vers plusieurs sociétés de promotion immobilière. L'une d'elles, une coquille baptisée Argent Properties, rachetait discrètement des terrains sous-évalués dans les mêmes quartiers où la Fondation Colette intervenait le plus. L'attaque de Morrison n'a rien à voir avec la responsabilité budgétaire, expliqua Abby en tapotant le cercle qui représentait Argent Properties. C'est une opération de nettoyage du terrain. Ces donateurs veulent gentrifier ces quartiers. Ils veulent en construire des résidences de luxe, mais tant que les communautés sont stables, ils ne peuvent pas. Nos subventions, First Principles, celles qui maintiennent les familles dans leur logement, menacent directement leur modèle économique. Le rôle de Morrison est de nous discréditer, de couper notre soutien public, afin que ces familles, elles balaient la carte d'un geste montrant les foyers qu'ils aidaient, se retrouvent vulnérables et puissent être poussés dehors. Une colère froide monta en Armand. C'était une tactique classique de prédateur financier qu'il aurait lui-même pu employer autrefois, attaquer la réputation d'une entreprise, en faire baisser la valeur, puis racheter les actifs à bas prix. Sauf que cette fois, les actifs étaient des maisons des vies. « Je te parie 1 milliard, grogna-t-il, que si on suit la piste d'Argent Properties, on reviendra jusqu'à Delaunay. »« On n'a pas besoin de ça, » rétorqua Abby. « Combattre Delaunay, c'est l'ancienne guerre. La nouvelle, c'est Morrison, et nous n'allons pas le combattre selon ses règles. »« Que veux-tu dire ?» demanda Armand. « On l'expose, » insista Armand. « On fuit ça à la presse, on montre à tous qu'il est le larbin payé de promoteurs prédateurs. »« Non, » dit Abby avec fermeté. « Grand-père a écrit que l'assaut direct d'une possession fortifiée est coûteux et souvent voué à l'échec. On ne fait pas sauter le fort ennemi, on le rend sans objet. Son plan, comme toujours, était à la fois simple et brillant, une attaque en 2 temps, fortifier leur propre position, tout en rendant l'offensive de Morrison caduque en changeant la nature du terrain de jeu. La première manœuvre visait à fortifier leur position. Abby utilisa l'équipe de tournage documentaire pour créer une nouvelle série de courts-métrages. Mais ceux-ci ne parlaient pas des familles, ils parlaient des quartiers eux-mêmes. C'étaient de tendres portraits de communautés que Morrison et ses soutiens ne voyaient que comme des lignes sur un plan de zonage. On y voyait les fêtes de rue, les petits commerces, les jardins partagés, la vie vibrante qui y existait. Ces films étaient une célébration, une déclaration puissante. Ce n'étaient pas des zones sinistrées à démolir, mais des communautés vivantes, dignes d'être défendues. La seconde manœuvre fut la contre-offensive, une idée si audacieuse que même Armand en resta bouche bée. « Nous allons nous associer au conseiller Morrison », annonça Abby. Armand la fixa. « Pardon, j'ai cru que tu venais de dire qu'on allait s'associer à l'homme qui essaie activement de nous détruire. »« Exactement, » répondit Abby, une lueur dans les yeux. « Nous allons le féliciter publiquement pour son engagement en faveur de la responsabilité budgétaire. Nous allons admettre qu'il faut plus de contrôle, puis proposer la création d'un nouveau conseil, indépendant d'investissement communautaire. » Elle en exposa les détails. Le conseil serait composé d'habitants des quartiers visés, de commerçants locaux et d'experts financiers. La Fondation Collet fournirait le financement initial, une subvention colossale de plusieurs millions. Mais le conseil aurait une autonomie totale sur la manière dont l'argent serait dépensé. Il approuverait les projets, examinerait les propositions et s'assurerait que les fonds servent directement à renforcer la communauté de l'intérieur. Et Abby ajouta,
donnant le coup de grâce. Nous allons demander au conseiller Morrison de coprésider le comité de sélection de ce nouveau conseil. Nous allons le forcer à être publiquement impliqué dans sa création. » Armand éclata de rire. La beauté stratégique de ce piège, bâti sur la bonne volonté, était renversante. Si Morrison refusait, il passerait pour un hypocrite, un homme qui prône la transparence, mais la fuit dès qu'on la lui offre. S'il acceptait, il serait contraint de contribuer à la création même de la structure, qui bloquerait définitivement les objectifs de ses donateurs. Il participerait activement à sa propre défaite. Ils lancèrent la campagne. Ils diffusèrent les films communautaires, accueillis par un déferlement de fierté et de soutien locaux. Puis, ils organisèrent leur propre conférence de presse, annonçant officiellement la création du Conseil d'investissement communautaire et invitant publiquement Morrison à en être coprésident. Le conseiller fut totalement pris de court. Piégé en direct à la télévision harcelé de questions par les journalistes, il n'eut pas le choix. Bien sûr, dit-il, son sourire semblant plaqué. Ce sera un honneur de participer. La bataille était terminée. L'attaque de Morrison avait été neutralisée, son pouvoir coopté. Le conseil communautaire fut formé un bouclier permanent contre les promoteurs, et Argent Properties commença discrètement à revendre ses terrains à perte. Après coup, Armand s'assit dans le bureau d'Abby, la regardant mettre à jour sa carte de la ville. Elle remplaçait les épingles rouges d'un quartier par des vertes, le marquant comme une position fortifiée. « Je n'aurais jamais pensé à ça, » admit-il. « Mon seul réflexe aurait été de trouver l'argent de Delaunay et de réduire Morrison en cendres avec. C'est parce que tu penses encore en termes de destruction de l'ennemi, » répondit Abby, en posant la dernière épingle verte. « Grand-père m'a appris que la victoire ultime, ce n'est pas détruire ton ennemi, c'est le convaincre de t'aider à bâtir ton monde. » Elle se détourna de la carte et le regarda l'expression grave. « Nous devons être meilleurs qu'eux, Armand. Nous ne devons pas seulement gagner, nous devons être dignes de la victoire. » C'est à cet instant qu'Armand Collet comprit enfin pleinement la leçon que le général Moreau avait essayé de lui inculquer tant d'années auparavant. La victoire n'était pas une transaction. Elle ne consistait pas à conquérir un territoire ou à écraser un adversaire. Elle consistait à construire quelque chose qui dure un héritage. Et il savait désormais que le sien ne serait pas les gratte-ciel qu'il avait érigés, ni les sociétés qu'il avait rachetées, mais cette fillette à l'esprit de stratège et au cœur de véritable leader qui avait appris à un vieux guerrier une nouvelle façon de combattre. Il pensa à l'avenir non plus en termes de trimestres fiscaux, mais de générations. Il voyait la fondation croître les conseils communautaires et s'aimer dans toute la ville un réseau de quartiers fortifiés et autosuffisants, à l'abri des prédateurs, qui voyaient les habitants comme de simples marges bénéficiaires. Et au centre de tout cela, il voyait Abby non pas une enfant jouant aux jeux des adultes, mais une visionnaire construisant un monde meilleur, plus juste, plus humain. C'était un monde dont il était désormais fier de faire partie, non en roi, mais en humble soldat de son armée. Les années qui suivirent furent une période de construction tranquille et continue. La fondation Collet, guidée par la vision stratégique d'Abby et les ressources d'Armand, devint un pilier de la ville. Les conseils d'investissement communautaires prospérèrent, créant un réseau de quartiers autonomes et résilients face aux forces prédatrices d'une gentrification incontrôlée. Abby, désormais adolescente, avançait dans sa vie singulière, avec une assurance tranquille qui dépassait son âge. Elle fréquentait un lycée ordinaire, le jour son sac, rempli de manuels d'algèbre et d'histoire, puis passait ses après-midi dans la salle de commandement de la Fondation,
son esprit habité par des stratégies de justice sociale et économique. Armand, de son côté, avait trouvé un sens à sa vie qui lui avait échappé durant toute sa carrière d'homme d'affaires. Il n'était plus le loup solitaire, le raideur impitoyable. Il était devenu un bâtisseur, un gardien. Il trouvait plus de satisfaction à approuver une subvention pour une nouvelle bibliothèque publique qu'il n'en avait jamais eue en réalisant une OPA hostile. Lui et Abby étaient devenus une équipe inséparable, un partenariat étrange mais puissant entre l'âge et la jeunesse, l'expérience et la vision. L'épreuve finale de leur alliance et de la forteresse qu'ils avaient construite ne vint pas d'un rival industriel ni d'un politicien corrompu, mais de l'intérieur. Elle prit la forme d'une lettre de l'administration fiscale. Le contrôle fut inattendu et d'une brutalité méthodique. Une équipe d'agents impassibles s'abattit sur la fondation, exigeant des années de dossiers, questionnant chaque subvention, scrutant chaque dépense. C'était un siège d'un autre genre, mené non pas dans la rue, ni dans la presse, mais dans le langage stérile des codes fiscaux et des règlements financiers. Armand était furieux. Il y voyait une attaque politique, la dernière tentative du réseau de Morrison pour les piéger dans la bureaucratie. C'est un contrôle fiscal, utilisé comme une arme, fulminait-il, en arpentant le bureau d'Abby. Ils vont nous enliser dans la paperasse pendant des années, nous saigner à blanc en frais d'avocat. Il faut les combattre. J'engagerai les meilleurs fiscalistes du pays. On ira jusqu'au Conseil d'État, s'il le faut. Abby, 16 ans, restait calme à son bureau, examinant les premières conclusions du contrôle. Elle avait la même expression, d'intense concentration, qu'au moment où elle avait analysé l'affaire de fraude d'Armand des années auparavant. Les combattre, c'est exactement ce qu'ils attendent, dit-elle d'une voix basse, mais ferme. C'est la bataille qu'ils ont préparée. Rappelle-toi ce que disait grand-père, ne livre jamais la bataille que ton ennemi attend de toi. Mais ce n'est pas un champ de bataille. Abby, c'est le fisc, rétorqua Armand, excédé. On ne peut pas déjouer un contrôle fiscal. Pourquoi pas? Demanda-t-elle en levant les yeux. C'est juste un autre système avec ses règles, ses schémas et ses faiblesses. Ils cherchent des irrégularités. Ils s'attendent à ce qu'on cache, qu'on se défende, qu'on brouille les pistes. Alors, on fera l'inverse. Nous leur donnerons une transparence radicale. Son plan était, comme toujours, d'une simplicité trompeuse. Elle proposa non seulement de coopérer pleinement, mais d'aller encore plus loin. Ils allaient tout ouvrir. Ils inviteraient la vérificatrice principale, une femme connue pour son intransigeance et sa rigueur, Madame Evelyne Reynaud, à visiter en personne les communautés qu'ils avaient aidées. Un avocat ne fera que débattre de l'interprétation de l'article 503, expliqua Abby. Nous devons leur montrer le sens derrière les chiffres, transformer leur arme la surveillance ou en autre. Armand restait sceptique, mais il avait appris à faire confiance aux instincts d'Abby. Il accepta. Madame Reynaud, une femme qui semblait faite uniquement d'angles aigus et de tailleurs gris, arriva avec une équipe d'agents juniors. Son expression trahissait une profonde méfiance. Elle s'attendait clairement à une confrontation, à une pluie d'objections juridiques et à des présentations soigneusement calibrées. Au lieu de cela, Abby et Armand l'accueillirent eux-mêmes. « Nous avons libéré nos agendas pour la semaine, Madame Reynaud, dit Abby poliment. Nous voulons vous faire visiter. » Ils ne l'emmenèrent pas dans leurs bureaux étincelants. Ils l'emmenèrent dans le quartier de la famille Sanchez. Ils la guidèrent dans le jardin communautaire, financé par une subvention de la Fondation. Ils la présentèrent à Maria Sanchez, qui parla avec une fierté tranquille de l'admission de son fils dans un programme de pré-ingénierie
dans une grande université. Ils l'emmenèrent ensuite dans l'aile neuve de la clinique locale, construite grâce aux fontes du conseil communautaire qu'Abby avait créé. Le médecin-chef montra à Madame Reynaud les registres des patients démontrant une baisse mesurable des passages aux urgences pour maladies évitables depuis l'expansion des services de la clinique. Ils parcoururent des rues propres et sûres, passèrent devant de petits commerces prospères, puis entrèrent dans la bibliothèque bondée d'enfants. À chaque étape, ils fournissaient les données financières correspondantes. Voici la subvention. Voilà où l'argent est allé. Et voilà le résultat. Ils ne montraient pas seulement de la charité, ils montraient un écosystème économique et social florissant qu'ils avaient contribué à bâtir et à renforcer. Madame Reynaud resta silencieuse pendant la majeure partie de la visite. Son visage demeurait impassible. Elle posait des questions vives, pointues, mais son ton commença à changer. La suspicion laissait lentement place à une curiosité réticente. Le tournant survint le 3e jour. Ils visitèrent un petit centre communautaire qui organisait un programme périscolaire. Le centre était sur le point de fermer avant que la fondation n'intervienne. À l'intérieur, un groupe d'adolescents travaillait sur un projet de robotique. L'une d'elles, une jeune fille, aux yeux brillants, nommée Sophia, expliqua avec enthousiasme leur travail à Madame Reynaud, ses mains s'agitant en montrant le câblage complexe de leur robot. « Nous allons aux championnats régionaux le mois prochain », dit Sophia en rayonnant. « Avant, nous n'avions même pas assez d'argent pour les manuels scolaires. Maintenant, je pense que je pourrais devenir ingénieur. » Plus tard, en sortant, Madame Reynaud s'arrêta sur le trottoir. Elle observa les enfants jouant dans le parc rénové de l'autre côté de la rue. « Mon travail est de m'assurer que les associations n'abusent pas de leur statut fiscal, » dit-elle d'une voix plus douce qu'il ne l'avait jamais entendue. « Je suis formée à voir le potentiel de fraude dans chaque ligne de budget. Je vois une subvention pour un programme périscolaire, et j'imagine un possible pot de vin au directeur. Je vois des factures gonflées pour des fournitures. C'est ainsi que je suis formée à voir le monde. » Elle se tourna vers Abby. « Tu m'as montré autre chose. Tu m'as montré l'actif du bilan. Tu m'as montré le retour sur investissement qui n'apparaît sur aucun formulaire fiscal. » Le contrôle s'acheva 2 semaines plus tard. La fondation fut blanchie de tout soupçon. Dans son rapport final, Madame Reynaud inclut une mention inhabituelle louant la fondation Collet pour son niveau de transparence sans précédent et pour son modèle manifestement efficace de réinvestissement communautaire. La guerre était finie. Ils avaient affronté tous les types d'ennemis, le saboteur industriel, l'opérateur politique, la machine bureaucratique, et ils avaient gagné. Pas en détruisant leurs adversaires, mais en bâtissant quelque chose d'une telle force, d'une telle vérité et d'une telle transparence qu'il en devenait imprenable. Un soir de printemps, quelques semaines plus tard, Armande et Abby se tenaient sur la terrasse du siège de Collet Industria, regardant l'étendue scintillante de la ville. En contrebas brillaient les lumières des quartiers pour lesquels ils s'étaient battus. « Il aurait été si fier de toi », dit Armand d'une voix nouée par l'émotion. Il tenait dans ses mains le vieux journal de cuir du général Moreau. « Il aurait été fier de toi aussi », répondit Abby avec un léger sourire. « Tu as enfin appris à bâtir des alliances. » Armand hocha la tête, la gorge serrée. Il regarda Abby, désormais une jeune femme, à l'aube de l'âge adulte. Elle allait bientôt partir à l'université, bien qu'elle ait insisté pour continuer à diriger la fondation à distance. Il savait avec une certitude absolue que ce n'était que le commencement pour elle. Elle prendrait les leçons de son grand-père,
forgées dans le creuset de la guerre, et les ressources qu'il lui avait laissées pour les appliquer à des champs de bataille toujours plus vastes. Elle changerait le monde, non avec des armes et des armées, mais avec la stratégie, la compassion, et une foi inébranlable dans le pouvoir de la vérité. Je peux le défendre, avait-elle dit toutes ces années auparavant, dans cette salle d'audience, petite fille blonde, face au monde. Et elle l'avait fait. Elle l'avait défendu, lui. Elle avait défendu des familles et des quartiers. Elle avait défendu une communauté. Et ce faisant, elle avait montré à un vieux milliardaire cynique et à toute une ville que la défense la plus puissante n'était ni un bouclier ni une épée, mais une main tendue vers l'autre, construisant un avenir digne d'être défendu. L'héritage du général Ferme Moreau était assuré transmis à un nouveau type de général, pour un nouveau type de guerre, et sa campagne ne faisait que commencer. Et c'est là que nous mettrons fin à l'histoire, pour l'instant. Chaque fois que je partage l'une d'elles, j'espère que cela vous offre une pause, un moment, pour dériver loin du quotidien. J'aimerais savoir ce que vous faisiez en l'écoutant. Peut-être vous détendiez-vous après le travail, lors d'un trajet nocturne ou en train de décrocher doucement. Laissez un mot en commentaire, je les lis vraiment tous. Et si vous voulez être sûr que nos chemins se recroisent, un j'aime et un abonnement font une énorme différence. Nous essayons toujours d'améliorer nos récits, alors n'hésitez pas à partager aussi vos impressions ci-dessous. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.